Et bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour cette 11e table ronde des 24 heures du climat. Donc, deuxième table ronde consacrée à la question de la rénovation énergétique. Et donc, après la précédente sur les enjeux de financement, on va désormais parler plus en détail de la rénovation énergétique des copropriétés. Donc, on aura 1 heure. Je vous rappelle la possibilité de poser vos questions et vos commentaires directement sur le live sur YouTube. On va essayer d'y reprendre à la fin de la table ronde. En intervenant, on a le plaisir d'accueillir Marjolaine Meunier-Milfer, députée de l'Isère, membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et co-animatrice du plan de rénovation énergétique des bâtiments et rapporteure d'une mission d'information parlementaire sur la rénovation énergétique qui a été lancée en juin 2020. On accueille également Madame Valérie Mancret-Taylor, directrice générale à l'ANA, donc Agence nationale de l'habitat, et architecte urbaniste en chef de l'État. En troisième, Karine Bidard, donc directrice générale de l'Agence parisienne du climat depuis juin 2019, ancienne directrice de Paris & Co, agence de développement économique et d'innovation de la ville de Paris de la métropole. Et enfin, Étienne Charby, responsable efficacité énergétique et rénovation énergétique au Clair Réseau pour la transition énergétique. Donc, juste pour donner rapidement quelques éléments de cadrage, donc les bâtiments, c'est, comme l'a évoqué la ministre tout à l'heure, 20% des émissions de gaz à effet de serre, jusqu'à un tiers si on intègre la production d'énergie consommée dans le bâtiment et l'activité de construction-rénovation. C'est 45% de la consommation finale d'énergie, donc un enjeu de première importance pour la transition climatique énergétique. Et justement, si on regarde les résultats au niveau climat, donc face à l'objectif d'atteindre la neutralité carbone du secteur, on constate aujourd'hui quand même un retard assez fort par rapport aux objectifs de la stratégie nationale, avec notamment un écart de 12% par rapport au premier budget carbone pour le secteur du bâtiment. Enfin, des objectifs très très ambitieux qui ont pu être évoqués dans la table ronde précédente, avec notamment la volonté de porter l'ensemble du parc des logements au niveau bâtiment basse consommation d'ici 2050, ce qui implique de rénover au moins 500 000 rénovations par an à un niveau très performant. Donc, pourquoi s'intéresser aujourd'hui en détail à la question des copropriétés Il faut rappeler que d'un côté, les copropriétés représentent quasiment 10 millions de logements, un tiers des résidences principales, notamment en Île-de-France, qui représente un tiers des copropriétés. On a 60% des copropriétés qui datent d'avant 1975, donc avant la première réglementation thermique. Et également, il est utile de rappeler que quand on parle du segment des copropriétés, en fait, on parle d'une grande diversité de logements, parce que dans l'ensemble des copropriétés, on a énormément de petites résidences, donc de moins de logements de moins de 5 logements, pardon, qui représentent plus de la moitié des copropriétés. Et de l'autre côté, également des copropriétés très très grandes, parfois de plus de 200 logements. En termes de spécificité d'enjeux qu'on pourrait évoquer aujourd'hui, donc ça a été évoqué précédemment, on est sur le segment du parc de logement qui est probablement le plus compliqué à traiter en raison de la multiplicité d'acteurs en présence, aux intérêts divergents parfois, aux capacités d'agir et capacités de financement différentes, et face à des processus de prise de décision qui peuvent être parfois longs, complexes, et derrière un réel besoin d'accompagnement sur le plan technique et financier pour mener à bien ces rénovations énergétiques. Donc, les questions que j'aimerais poser et discuter avec nos intervenants aujourd'hui, c'est tout d'abord, évidemment, comment est-ce qu'on arrive à accélérer la rénovation énergétique dans les copropriétés? Quel levier est-ce qu'on a et quel levier est-ce qu'on peut renforcer pour justement faciliter l'accompagnement technique et financier? Comment massifier la rénovation performante de type bâtiment basse consommation dans les copropriétés? Et enfin, quelle réaction, quelle position par rapport aux recommandations de la Convention citoyenne pour le climat, qui a fait énormément de travail sur cette question de la rénovation énergétique, et quelles attentes et commentaires par rapport au plan de relance. Donc, Marjolaine Meunier-Milfer, j'aimerais commencer avec vous. Vous êtes animatrice du plan de rénovation énergétique des bâtiments. Quel bilan est-ce que vous tirez de l'action publique en matière de rénovation énergétique aujourd'hui? Quels sont les enjeux? Alors d'abord, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être là avec vous pour parler de ce sujet. Vous dire que depuis en fait fin 2017 que moi je suis co-animatrice du plan de rénovation énergétique des bâtiments, on a commencé par
un bilan de la situation, puis on est parti de là, à partir de la demande du gouvernement de lancer cette sous-catégorie du plan climat qui était le plan de rénovation énergétique. Et vous dire que le bilan à ce moment-là, c'est compliqué, on n'avance pas, les sujets voilà, sont bloqués, on en parle beaucoup, mais on n'en fait pas suffisamment, etc. Et je dois dire qu'aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment qu'on a passé quand même un rythme qui a changé d'échelle. Moi, je constate depuis que je travaille sur ce sujet une volonté politique croissante sur ces thématiques et de manière très pragmatique, les sujets sont abordés les uns après les autres dans l'ordre, avec méthode et on avance. Pour tout vous dire, au tout démarrage en 2017, on était, enfin voilà, travailler sur la rénovation énergétique quand on le faisait, on n'était pas, il n'y avait pas encore autant d'écho sur cette thématique que maintenant. On était à se battre pour savoir si on ne pourrait pas avoir un secrétariat d'État qui pourrait être dédié à la rénovation énergétique. Ça a été créé avec l'arrivée d'Emmanuelle Wargon. On a eu aussi poste de coordinatrice interministérielle, en la personne d'Annelise Deloron, pour porter ces sujets. Et donc, on sent que tout ça s'organise. Et aujourd'hui, avec le fait qu'Emmanuelle Wargon, qui est quand même la spécialiste de la rénovation énergétique, qu'elle soit passée au logement sous l'autorité du MTES, eh bien ça, c'est symbolique, parce que ça veut dire qu'on est vraiment passé dans un moment où on parle de la rénovation énergétique comme principal sujet, et le logement neuf prend un deuxième volet. Et donc, depuis cette période, on a quand même vécu 2 lois ambitieuses pendant ce quinquennat, sur lequel on a été très mobilisés avec mes collègues parlementaires. Et puis, donc, Anthony Sellier, qui est à l'origine de ces 24 heures climat, était avec moi sur le banc de l'Assemblée pour discuter de la loi Elan. De passer le décret tertiaire qui nous amenait à pouvoir faire en sorte qu'on aille réduire vraiment de manière importante la consommation des bâtiments tertiaires. On a parlé à ce moment-là de l'opposabilité du DPE, ce qui était très important, le carnet numérique du logement également. Puis il y a eu la loi énergie-climat en 2019 qui vise, donc, comme vous le savez, la neutralité carbone pour 2050 et la fin des passoires thermiques en 2028. Donc il y a toute une méthodologie très pragmatique qui a été mise en place. C'est un rétro-planning très carré qui se met en œuvre à partir du moment où on peut commencer à mesurer, c'est-à-dire à partir de l'opposabilité du DPE, en passant par 2023 et la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie, et en allant jusqu'à 2028 avec l'interdiction des passoires thermiques. Voilà, c'est toute une progression de montée en charge qui est aujourd'hui planifiée, et on sent que voilà, le sujet aujourd'hui, il est majeur, et on entend bien qu'il n'y a plus une personne qui s'exprime sur le sujet de la transition écologique sans mentionner le sujet de la rénovation énergétique. Donc je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, tous les acteurs sont orientés, mobilisés pour avancer ensemble. Et justement, dans la mission d'information parlementaire dont vous êtes la rapporteure, quelles sont les questions que vous essayez d'instruire en particulier aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce qui manque quelque part dans ce grand portrait que vous venez de dessiner? Et notamment, comment accélérer sur les copropriétés? C'est quoi les enjeux pour vous? Alors, sur les grands sujets génériques sur la rénovation énergétique, moi, il me semble que les points qui sont clés aujourd'hui, c'est vraiment travailler sur la garantie de performance des travaux de rénovation énergétique. Ça, c'est un premier sujet très important. Il faut voir comment ça peut se décliner. Est-ce que c'est intégrer la rénovation énergétique dans la garantie décennale des entreprises, et que du coup, de la même façon, on ait une obligation de qualité sur ces sujets-là? Est-ce que c'est sur la garantie de résultat d'une autre manière? En tout cas, c'est un vrai sujet. Il faut continuer à avoir de la transparence sur les dispositifs de gouvernance, notamment sur les certificats d'économie d'énergie, pour qu'ils puissent être utilisés au mieux, et l'ensemble des dispositifs être complémentaires et travailler bien ensemble, c'est un sujet. Et moi, c'est un autre sujet qui me tient très, très à cœur, c'est les formations compétences des filières de professionnels sur tous les territoires, et donc dans le plus diffus, pour qu'ils soient capables de mener toutes ces rénovations BBC qu'on souhaite voir arriver. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est que j'avais quelqu'un qui m'expliquait ça, et c'était assez clair, c'est vous n'avez pas de demande pour de la rénovation BBC parce qu'il n'y a pas d'offre BBC, et du coup, vous ne pouvez pas le créer, donc il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre. Et donc, il faut qu'on arrive à créer cette volonté d'aller vers le BBC et de faire converger les acteurs vers la compétence
de la rénovation BBC, qui n'est pas la même compétence que celle qu'on mobilise quand on fait de la rénovation par étapes. Et donc, il faut qu'on transforme progressivement la culture de tous les professionnels qui travaillent sur ce secteur, travailler en équipe, travailler de manière partenariale beaucoup plus, avec cette volonté de garantie de résultats. Pour ce qui est des copropriétés, il y a déjà énormément de choses qui ont été faites. Je sais que d'autres interlocuteurs vous en parleront pour la simplification des sujets, mais les problématiques restent toujours un peu les mêmes. C'est la prise de décision, vous l'avez dit, dans un écosystème où les différents acteurs qui doivent prendre la décision sont de profils divers. C'est pas la même chose quand vous êtes propriétaire occupant, quand vous êtes propriétaire bailleur. C'est pas la même chose selon vos niveaux de ressources. Donc là, il y a toujours un travail très important d'accompagnement des copropriétés dans la prise de décision, qu'ils se rassurent et qu'ils aient le sentiment que ça va leur apporter une plus-value réelle pour eux qui habitent ce logement ou qui le louent. Et il faut qu'on ait aussi la capacité à traiter vous l'avez très bien dit, ces petites copropriétés qui sont à la fois trop grandes pour des petits entrepreneurs qui iraient se confronter à cette complexité, et à la fois trop petites pour des acteurs structurés qui, eux, se préfèrent plutôt les grosses copropriétés. Vous voyez, donc on a besoin de travailler la cible des petites copropriétés qui aujourd'hui est un peu moins ciblée. Voilà. Mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites pour faciliter les choses du côté de la copropriété. Très bien. Merci beaucoup. J'en profite du coup pour directement passer la parole à Valérie Mancret-Taylor, puisque l'Agence nationale de l'habitat est quelque part un acteur historique dans l'accompagnement des copropriétés. Qu'est-ce que vous voyez comme enjeu aujourd'hui? Quels sont dans l'action, dans l'accompagnement que vous proposez, quels sont les enseignements que vous en tirez? Merci. D'abord, bonjour à tous. Je vais essayer de répondre à vos questions. Je pense qu'il y a vraiment de multiples défis pour traiter les copropriétés, que Marjolaine Meignet-Millefer vient déjà de pointer largement. Si on essaye de les classer, il y a des défis financiers. Le coût des travaux, pouvoir faire de la rénovation énergétique dans une copropriété, que ce soit une petite copropriété, une copropriété moyenne ou une grande copropriété, est un investissement important pour les copropriétaires qui, par ailleurs, sont soumis à d'autres types de charges au sein de la copropriété et, comme le disait Marjolaine, qui sont aussi confrontés à des situations différentes. Et donc, ces défis financiers sont très importants. On a des défis techniques et des défis architecturaux important aussi. Alors, on pense toujours aux copropriétés qui sont situées dans des centres anciens, qui appartiennent à des patrimoines architecturaux très identifiés, très reconnaissables. Mais on a aussi des architectures complexes, plus récentes, de la deuxième partie du XXe siècle, ou de la deuxième partie du XXe siècle, qui demandent en fait des interventions avec des façons particulières ou des façonnages particuliers qui nécessitent effectivement de se pencher sur la technique, parce qu'il ne faut pas abîmer ces patrimoines, quel que soit leur âge, quelle que soit leur ancienneté. Et le sujet de la rénovation énergétique passe bien sûr beaucoup par l'isolation à un moment donné, donc il y a une intervention. Et de ce point de vue-là, je rejoins aussi tout ce qui a été dit au préalable sur la formation, à la fois pour mieux comprendre l'intervention qu'il faut faire, comprendre que ça a un coût forcément, et puis bien sûr former les professionnels de plus en plus à des interventions sur mesure, à des interventions de haute qualité qui préservent ces patrimoines. Ensuite, on a un défi lié bien sûr à la gouvernance des copropriétés, avec des situations de prise de décision qui sont liées à la décision, au type de vote en assemblée générale, mais qui sont liées aussi au type de syndic. On a beaucoup, Marjolaine évoquait beaucoup les petites copropriétés qui sont souvent des copropriétés qui sont gérées par des syndics bénévoles. Ces syndics bénévoles font un travail bénévole, n'ont pas toujours toutes les compétences pour pouvoir permettre de faire prendre les bonnes décisions. Donc, il faut pouvoir les accompagner à la fois en montée en compétences, en compréhension de tous les processus et de toutes les aides qui peuvent exister. Et puis, même quand on est face à des syndics professionnels, ils ont parfois beaucoup de difficultés aussi à faire prendre des décisions en assemblée générale, parce que monter d'abord tout le diagnostic sur l'état de la copropriété, faire comprendre les types de travaux à prendre,
afficher la facture qui est en face et ensuite faire comprendre aussi les aides qui peuvent aider la copropriété à prendre ses décisions, c'est tout un métier et c'est un métier qui n'est pas simple. On a enfin un défi qui est lié au temps. Le processus, hein, une copropriété, c'est un processus de décision collectif et donc ça prend du temps. Il y a souvent une bonne année entre le moment où on initie, parfois même 2 ans, avant que la décision définitive soit prise par l'Assemblée générale. Et évidemment, ensuite, on a le temps des travaux qui est long. Et enfin, on a un défi qui est lié à la gestion collective d'une copropriété. Qui nécessite aussi de pouvoir améliorer parfois les processus de gestion, parce qu'on a des copropriétés, je ne suis pas intervenue là-dessus, mais la situation des copropriétés n'est pas la même. On a des copropriétés qui sont en pleine santé, on a des copropriétés qui sont très fragiles, on a des copropriétés qui sont dégradées, et puis on a des copropriétés qui sont un peu sur le fil du rasoir, qui pourraient basculer dans un statut de copropriété fragile. Et leur gestion nécessite parfois de l'accompagnement aussi pour pouvoir se redresser, comme on le dit dans notre jargon un peu technocratique, et pouvoir les aider à prendre les bonnes décisions. Voilà comment est-ce qu'on peut résumer l'ensemble des défis qui se présentent aux copropriétés pour pouvoir s'engager dans des travaux effectivement ambitieux et essentiels en matière de rénovation énergétique. Merci beaucoup. Et justement, donc, comment est-ce que l'ANA intervient là-dedans? Donc, si j'ai bien compris, vous étiez historiquement sur plutôt le public des copropriétés fragiles que vous venez d'évoquer. Et aujourd'hui, vous élargissez donc votre champ d'intervention, notamment sur ce sujet de la rénovation énergétique. Tout à fait. Donc, l'ANA, effectivement, intervient selon 2 axes au moment où on se parle pour traiter les copropriétés. D'abord, au travers du plan initiative copropriété, qui permet de traiter effectivement les copropriétés les plus dégradées de notre pays. Il y en a beaucoup, un nombre de logements extrêmement important, où avant même de permettre à la copropriété de s'engager dans une démarche de travaux, il y a un très long processus de redressement de la gestion urbaine de proximité aussi, pour permettre d'engager des petites actions en pied d'immeuble, pour travailler sur les parties communes, souvent engager des travaux d'urgence, parce que dans ces copropriétés, on n'en est pas encore à penser à l'isolation, on en est juste à mettre en sécurité électrique, par exemple, des centaines de logements. Et donc, l'ANA a effectivement un axe d'intervention très important sur ces copropriétés qui sont réparties sur l'ensemble de notre pays. Et puis, un deuxième axe qui permet effectivement de traiter la rénovation énergétique des copropriétés. Donc aujourd'hui, des copropriétés dites fragiles, donc c'est-à-dire celles qui présentent plutôt un taux d'impayé de charges et donc un dispositif qui va s'offrir plus largement à l'ensemble des copropriétés. Et alors c'est sur ce deuxième type d'intervention de l'agence qu'il est important de se pencher. En fait, depuis maintenant plusieurs années, l'ANA avait, si on connaît un peu l'ANA, on sait que l'ANA aide les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs, suivant un certain nombre de conditions d'éligibilité. Et on a fait le constat il y a déjà plusieurs années que pour emporter la décision, pour avoir un effet levier en fait dans la prise de décision au sein de l'Assemblée générale, il fallait pouvoir apporter une aide collective, en fait, une aide au conseil au syndicat de copropriétaires qui soit indépendant du type de ressources du propriétaire occupant et qui soit indépendant du type de loyer pratiqué par le propriétaire bailleur, de façon à ce que ce soit vraiment une aide au syndicat de copropriétaires qui permette de faire un calcul assez rapide de l'aide publique qui va permettre de solvabiliser l'entrée dans les travaux, et d'autant que dans bien des cas, l'ANA contractualise avec les collectivités territoriales et qu'il y a une aide complémentaire de la collectivité territoriale qui vient s'ajouter donc aux aides de l'agence et qui permet de réduire encore plus le reste à charge. Donc ça, vraiment, c'est un sujet pour nous, enfin, en tout cas, c'est une aide que l'ANA a mis en place maintenant il y a un certain nombre d'années en direction de ces syndicats de copropriétaires et qui monte en puissance chaque année puisqu'on voit le volume d'aide augmenter année après année, et donc on est assez serein par rapport au fait que l'effet levier attendu est important. Le deuxième élément de l'effet levier, c'est pouvoir financer une assistance à maîtrise d'ouvrage. Et quand je dis pouvoir financer, c'est que c'est même pas la possibilité de le faire, c'est qu'en fait, c'est une obligation. Dans les dispositions de notre réglementation, en fait, pour aider une copropriété, elle doit absolument avoir un assistant à maître d'ouvrage qui va l'accompagner et qui va effectivement, par rapport aux défis que j'évoquais tout à l'heure, l'accompagner
pour pouvoir faire le bon diagnostic, pour pouvoir faire la bonne prescription de travaux et pour aller solliciter les bonnes aides et donc effectivement solvabiliser le programme de travaux qui va être à un moment donné engagé pour rénover énergétiquement cette copropriété. Donc l'ensemble des dispositions que je viens de décrire dans le cadre du plan de relance va être élargi, enfin les annonces du gouvernement il y a quelques jours. Aujourd'hui, cette aide est circonscrite en fait aux copropriétés fragiles et va être ouverte à l'ensemble des copropriétés. Merci beaucoup. Et justement, enfin, je pense que l'ensemble des acteurs accueillent donc la création de cette nouvelle prime Rénov' copropriété, donc qui est octroyée de manière collective comme une excellente nouvelle. Est-ce que vous avez un calendrier pour la mise en œuvre? Quand est-ce qu'on connaîtra les modalités les critères d'éligibilité, etc. Sachant que quelque part la saison des assemblées générales en copro va bientôt commencer, et comme vous le disiez, vu en fait les délais qu'il y a, il faut aller vite. Est-ce qu'on a des informations supplémentaires là-dessus? Alors, les arbitrages sont en cours, donc c'est difficile pour moi ce soir de dévoiler quoi que ce soit. Je pense que d'ici la fin du mois de septembre, beaucoup de choses seront stabilisées, ce qui permettra, et c'est bien l'objectif que vous pointez, hein, c'est qu'on sait que la crise sanitaire a provoqué un décalage des assemblées générales qui sont qui ont souvent lieu de toute façon en fin d'année, mais qui cette année massivement sont reportées sur le dernier trimestre. Et donc l'objectif, c'est effectivement que les copropriétés, les syndicats de copropriétaires, les syndics, enfin l'ensemble de l'écosystème qui agit sur ce type d'immobilier soit informé en fait de l'évolution de ces aides et puisse effectivement faire prendre des décisions le plus rapidement possible et donc permettre d'engager des travaux dès le début de l'année prochaine. Très bien, merci beaucoup. Donc, je passe la parole à Karine Bidard de l'Agence parisienne pour le climat. Donc vous êtes directement sur le terrain, donc on l'a vu tout à l'heure, la région Île-de-France représente un tiers des copropriétés, donc avec une densité encore plus forte pour la ville de Paris. Quels défis est-ce que vous voyez à l'échelle de la métropole? Est-ce que vous retrouvez globalement dans ce qui a été dit précédemment? J'ai l'impression qu'on a... Excusez-moi, voilà. le micro, pardon. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, c'est important peut-être de rappeler quelques grands chiffres sur la rénovation énergétique sur le territoire. Alors, par exemple, à l'échelle de la métropole du Grand Paris, il y a à peu près 100 000 copropriétés, ça représente 2 millions de logements. Sur Paris, on a à peu près 80%, donc 43 000 copropriétés. On rappelle que 80% du parc de logements à Paris, c'est de la copropriété, 20% du parc social. Et donc, on a un objectif ambitieux du plan climat de la ville de Paris qui est de rénover l'ensemble du bâti d'ici 2050. Ça représente à peu près 1000 copropriétés rénovées par an et avec un objectif qualitatif d'au moins atteindre le niveau BBC. Aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est où on en est de ces objectifs de rénovation. Alors, un premier état en termes de volumétrie, pour schématiser, aujourd'hui, on compte les rénovations plutôt en centaines. En fait, si on voulait être dans les objectifs des plans climat, il faudrait les compter en milliers. Donc, il faut faire x10 sur le rythme de rénovation énergétique des bâtiments et des copropriétés en particulier. Et il faut faire x5 dans les prochaines années si on veut vraiment arriver à tenir ces ambitions. Concrètement, il y a des dispositifs comme par exemple Éco-Rénovons Paris qui ont permis d'initier un flux conséquent de projets. Donc, il faut les soutenir et les encourager et les accélérer. Aujourd'hui, il y a un objectif également de qualité et je dirais que sur la qualité, on n'est pas au niveau encore de ce qu'on devrait attendre pour, encore une fois, atteindre les objectifs des plans climat. Pour schématiser, on peut dire qu'aujourd'hui, il faudrait diminuer par 2 la consommation énergétique dans le bâtiment d'ici 2050. Pour l'instant, on en est loin. Donc, il faut vraiment souligner le fait que c'est important non seulement de multiplier le rythme de rénovation, le nombre de rénovations, mais aussi d'arriver à assurer un niveau de rénovation global de haute performance. On a fait évidemment beaucoup plus de rénovations
situation, elle est bien meilleure qu'il y a 5 ans de ça, ne serait-ce que 5 ans, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Alors, les politiques publiques, elles ont un rôle important à jouer, à la fois au niveau national, et je pense que c'est d'ailleurs important qu'on rappelle qu'il faut avoir des objectifs qualitatifs sur vraiment les grandes ambitions au niveau national, et puis également au niveau local, avec il y a un volet important qui est de mobiliser les filières. Donc, il y a des dispositifs qui permettent vraiment d'accélérer ce mouvement-là, mais les politiques publiques ne suffisent pas. Et je pense que là, il y a un rôle important à souligner, qui est celui des agences locales énergie-climat, qui ont vraiment un rôle non seulement de sensibilisation, donc en complément des dispositifs qui sont annoncés et sur lesquels on communique pas mal, mais aussi de sensibiliser les copropriétés, de les accompagner, d'apporter un conseil qui va se prolonger en fait jusqu'à l'aboutissement des projets et des travaux livrés. Et puis, il y a un rôle très important de mobilisation des acteurs de la filière, parce que la rénovation d'une copropriété, c'est un peu une course de relais. Tout le monde a un rôle à jouer et il est important que chacun joue son rôle au bon moment. Et il faut savoir passer en fait vraiment le témoin d'un acteur à un autre. Et les agences locales, elles jouent un rôle important là-dessus. Et enfin, il y a un rôle de conseil aussi aux décideurs des politiques publiques. Et concrètement, on en parlera avec, je pense, le coach CoPro juste par la suite. Il y a vraiment les agences locales d'énergie-climat, elles connaissent très bien le terrain. Et effectivement, elles peuvent apporter des éclairages sur ce qui fonctionne le mieux et comment sont configurés les territoires, les copropriétés sur le territoire, et faire en sorte que ces outils, les dispositifs qui sont lancés correspondent au mieux aux besoins du terrain. Donc l'Agence parisienne du climat, c'est une de ces agences locales énergie-climat. Aujourd'hui, on est en contact avec un peu plus de 10% des copropriétés à l'échelle de Paris. Et on a accompagné 95% des projets de rénovation énergétique globaux qui se sont tenus, qui se sont mis en œuvre à Paris. Ça veut dire que quand une agence s'empare d'un dossier, en général, elle le transforme. Et c'est un travail qui peut être très long, puisque les projets prennent en moyenne 5 ans. Merci beaucoup. Vous avez parlé justement donc l'initiative, l'outil Coach CoPro que vous mettez en place. Est-ce que vous pourrez en parler un peu plus, le présenter justement, peut-être indiquer à d'autres collectivités locales aujourd'hui qui souhaitent agir, quels sont les enseignements que vous en tirez? Et également, si j'ai bien vu, vous avez mis en place au niveau de l'Agence parisienne pour le climat un observatoire métropolitain, de la rénovation énergétique en copropriété. Qu'est-ce que vous en tirez aujourd'hui? Alors, ce que je peux vous dire, et merci de me poser la question sur le coach CoPro, c'est un outil en fait qu'on a mis en place précisément pour répondre aux besoins de l'accompagnement de projets de rénovation énergétique des copropriétés. Et c'est donc à la fois une plateforme d'information et de sensibilisation pour les copropriétaires qui veulent se lancer ou qui veulent simplement se renseigner dans un premier temps sur ce qu'on peut faire en matière de rénovation énergétique sur un bâtiment. Donc là, on est vraiment dans un service gratuit et indépendant. C'est important de le souligner parce que aussi, on joue un rôle de tiers de confiance et que ça passe par ce service public. C'était aussi une plateforme de mise en relation donc, avec des professionnels. Là, il est question de mobilisation et d'accélération du processus de la rénovation énergétique en mettant vraiment, encore une fois, en mouvement collectif l'ensemble des acteurs. Et puis, c'est un outil de pilotage de projet donc qui permet de mettre en place une dynamique territoriale globale. Cet outil, donc le coach CoPro, il a fait ses preuves. En fait, aujourd'hui, il y a 375 000 logements qui sont dans les copropriétés enregistrés sur le coach CoPro. C'est un outil qui est utilisé par 24 territoires. Et donc, on est vraiment à l'échelle nationale, je dirais. Et donc, les agences locales énergie-climat l'utilisent dès lors la plupart du temps, dès lors qu'elles ont un territoire avec des copropriétés. Et puis, également, on a un peu plus de 250 entreprises affiliées. Donc, il y a une vraie, je dirais, mise en relation avec les acteurs du secteur. Effectivement, cet outil, on l'a complété en insérant également, en ajoutant des informations sur le registre national des copropriétés,
copropriétés, les données des principaux énergéticiens, les données de la direction de l'urbanisme sur les permis de travaux qui étaient sollicités, pour constituer ce qu'on appelle effectivement l'Observatoire de la rénovation énergétique, qui est disponible à l'échelle métropolitaine et qui est un outil qui permet de faire du ciblage pour des opérations spécifiques du type aller identifier des copropriétés qui sont encore chauffées au fioul. Donc, on a identifié les 2000 copropriétés qui sont encore, et on peut mener des actions vraiment ciblées pour la conversion de ces copropriétés vers des modes de chauffage moins polluants. Et puis, il permet un suivi dynamique des projets et encore une fois, la mise en mouvement de l'ensemble des acteurs. Et enfin, ce que je voudrais indiquer aussi et souligner, c'est le fait que ces outils, ils sont extrêmement importants en fait pour justement apporter des éclairages pour les politiques publiques, les décideurs des politiques publiques, parce que si on veut massifier les projets de rénovation et améliorer la performance globale dans la rénovation, bah, il faut être capable, c'est très important de pouvoir faire ce travail de qualification de ce qui a déjà été réalisé, non seulement parce que ça nous permet de donner des illustrations pour convaincre d'autres copropriétés de se lancer dans des travaux, et plus on a de réussite, entre guillemets, et plus on est capable d'en engranger de nouvelles, donc pour rassurer et illustrer. Et puis aussi, c'est un vrai outil pour les décideurs des politiques publiques pour que les dispositifs qui sont lancés, que ce soit au national ou à l'échelle locale, soient vraiment bien adaptés. Et donc, les agences locales, elles ont un vrai rôle comme ça de conseil, je crois, pour les politiques publiques. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, une collectivité locale qui souhaite s'informer sur ces outils, elle peut contacter l'agence parisienne pour les reproduire, pour les répliquer? Oui, bien sûr, elle peut bien entendu contacter l'agence parisienne du climat ou n'importe quelle agence locale énergie-climat sur les territoires qui sont couverts. Et il y a quand même plus de 60% des copropriétés, par exemple, qui sont sur le coach copro, mais concrètement, en fait, tous les territoires ou presque bénéficient d'une agence qui est vraiment là pour accompagner. Et il y a vraiment des défis importants auxquels ces agences peuvent répondre. L'idée de jouer collectif, vraiment d'être dans faciliter le parcours de la rénovation, faire en sorte qu'il soit le plus fluide possible. On travaille avec 300 professionnels qui sont surtout des PME, d'ailleurs, c'est à souligner. On travaille avec les collectivités, avec les territoires, avec la métropole du Grand Paris, et puis évidemment l'ANA très, très régulièrement, et puis les opérateurs comme Solia ou Urbanis. C'est juste un exemple de ce qui se passe sur le territoire parisien. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est que de réaliser ce saut d'échelle, et vraiment, il y a un enjeu important de mobiliser encore les professionnels sur la rénovation et pas sur la construction, parce que la rénovation énergétique, elle n'a pas forcément toujours eu suffisamment de visibilité, et donc il faut la rendre encore plus séduisante, et puis mobiliser les financements en lien effectivement avec les dispositifs qui sont lancés, et les acteurs du terrain plaident pour qu'il y ait davantage encore d'aide au niveau collectif, et puis que ces aides, elles soutiennent aussi la performance énergétique globale dans une rénovation. Donc les agences locales d'énergie-climat, elles jouent ce rôle de tiers de confiance, et c'est important qu'elles soient soutenues, et en tout cas, elles sont à la disposition effectivement de ceux qui veulent mener des projets. Merci beaucoup. Je pense que l'appel va être entendu. Étienne Charby, donc vous êtes au clair, vous êtes également en contact permanent avec les acteurs de terrain. De votre côté, alors une thématique qu'on n'a pas trop évoquée pour l'instant, c'est la Convention citoyenne pour le climat, qui, comme je le disais en introduction, a défini beaucoup de recommandations relatives à la rénovation énergétique, notamment en ce qui concerne deux éléments importants, la généralisation des guichets uniques pour la rénovation énergétique et la mise en place d'une obligation de rénovation énergétique plus ambitieuse que ce qui existe. Donc, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Est-ce que c'est adapté pour aller plus loin, notamment sur le volet des copropriétés? Bonjour, déjà bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. C'est effectivement intéressant de commencer par ce point puisque l'obligation de rénovation ne fait justement pas partie du plan de relance annoncé récemment. Or, selon nous, c'est vraiment la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs de la France de long terme, si on veut les atteindre d'ici 2050. Cette obligation de rénovation globale, elle doit évidemment être accompagnée, que ce soit pour les copropriétés ou pour les ménages de manière générale, à la fois de manière financière et technique. Et d'ailleurs, la Convention citoyenne pour le climat propose l'obligation et bien sûr, comme vous l'avez dit, le déploiement des guichets uniques qui est indispensable.
Elle annonce aussi une obligation de rénovation des copropriétés passoires thermiques, c'est-à-dire de label F et G d'ici 2030, et aussi des copropriétés de D et E d'ici 2040. Donc ça, on soutient vraiment en tout point, puisque c'est à notre sens une mesure nécessaire. Et pourquoi elle est nécessaire? Déjà parce que la politique publique menée depuis de nombreuses années, elle est quand même essentiellement incitative. Et on voit bien que ça n'a pas produit les résultats escomptés, ni en termes quantitatifs, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, ni en termes de performance des rénovations, comme on a eu l'occasion de l'évoquer également. Et cette obligation de rénovation, c'est aussi une mesure de justice sociale, puisqu'il s'agit, selon nous, du seul moyen de déclencher la rénovation du parc locatif privé. Déjà, le parc locatif privé concentre la plus grande proportion de ménages en situation de précarité énergétique, et aussi le quart des logements du parc locatif privé sont considérés comme des passoires thermiques. Et ensuite, les propriétaires bailleurs, sans l'obligation, ils n'auront pas d'intérêt économique suffisant pour s'engager dans des travaux, y compris avec des aides. Donc, il faut mettre en place une obligation assortie d'un régime de sanctions que propose d'ailleurs la Convention citoyenne pour le climat. C'est échelonné dans le temps, et je les cite pêle-mêle: interdiction d'augmentation des loyers, ou encore l'interdiction de location des passoires thermiques, ou même un malus sur la taxe foncière. Donc vraiment, en résumé, il faut vraiment inscrire l'obligation dans la loi. Mais bien sûr, il y a un besoin impératif d'accompagnement, que ce soit financier ou technique, vers la rénovation énergétique globale et performante. Juste pour revenir un peu sur ce point, parce que effectivement, c'est une question, voire une controverse clé aujourd'hui, cette question de l'obligation. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, pour le cas précis des copropriétés, qu'on se retrouve face à des difficultés juridiques, justement dû au fait que l'obligation, elle va tomber sur le propriétaire individuel par rapport à son logement classé F et G qu'il ne pourra plus vendre ou louer, et que quelque part, parfois, il a beau vouloir faire les travaux, on l'a entendu tout à l'heure, le processus de décision fait que si la copro, si le syndic ne veut pas, il ne pourra pas faire ces travaux-là. Donc, est-ce que là, il n'y a pas des questions qui se posent pour le cas spécifique des copros? Alors, évidemment, si on prend la situation actuelle, la difficulté se pose, mais je pense qu'il faut prendre le problème à l'inverse. C'est-à-dire que c'est une mesure nécessaire, et du coup, il faut mettre tout en œuvre pour qu'elle se réalise. Et on ne parle pas de 2024 pour la mettre en œuvre, c'est 2030. Donc je pense qu'on a le temps de faire évoluer le cadre législatif ou les mesures si nécessaire pour se mettre en mesure d'accompagner cette mesure, qui encore une fois n'est pas coercitive, c'est vraiment aussi une mesure de justice sociale, et bien préparer tout le monde, les copropriétaires comme les professionnels à cette mesure à l'avance, c'est une mesure de bon sens. D'accord, très bien. Et de l'autre côté, vous l'avez évoqué, il est important de mettre en place les dispositifs d'accompagnement, les guichets uniques. On a eu un exemple précédemment avec l'Agence parisienne pour le climat. Alors moi, quand j'ai lu les recommandations de la Convention citoyenne pour le climat, ce que je trouvais intéressant, c'est que justement, il y avait l'idée qu'il faut aller au-delà de la sensibilisation initiale, de l'aide initiale, pour vraiment mettre tout le paquet. Le montage financier, le montage technique, voire même, justement, comme l'évoquait Madame la députée, la garantie de réalisation et de qualité des travaux. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous voyez se développer sur le terrain aujourd'hui? Et sinon, pourquoi pas? Alors effectivement, j'ai dit qu'il y avait l'obligation de rénovation globale qui était nécessaire, mais il y a cet accompagnement technique qui est indispensable des copropriétés. C'est vraiment le maillon essentiel pour aussi aider les copropriétés à passer à l'acte. Et c'était d'ailleurs l'objectif du service public de la performance énergétique de l'habitat, qui avait été inscrit dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 notamment, et qui du coup constituait des espaces verts, dont d'ailleurs de nombreux sont adhérents au CLER, d'où le fait qu'on dispose de bons retours d'expérience. Mais or, ce service public n'a jamais vraiment été déployé jusqu'à présent. Et c'est vraiment problématique. Enfin, je vais le dire tout à l'heure, il y a un des nouveaux moyens de financement qui sont annoncés, mais déjà, ce que je voudrais dire, c'est que l'enjeu principal pour ce service public, et l'Agence parisienne de climat l'a dit, c'est d'accompagner le projet par un tiers de confiance. Et du coup, ces tiers de confiance sont l'espace vert, qui sont indépendants de tout intérêt commerciaux. Et l'accompagnement renforcé par ces tiers de confiance pourra permettre déjà de faciliter le passage à l'acte des copropriétés, en accompagnant la prise de décision, et aussi de leur donner confiance. Or, on sait qu'il y a beaucoup de risques de fraude, de malversation, de malfaçon actuellement sur ce marché. Il y a vraiment besoin de confiance. Il y a aussi, ce tiers de confiance pourra accompagner les copropriétés durant la phase très longue de travaux, comme l'a dit Lana tout à l'heure. Et également, on pourra, ça permet de sensibiliser l'écosystème d'acteurs, par exemple les professionnels, aux enjeux de la rénovation énergétique globale des copropriétés. Et donc, j'ai dit qu'il y avait ce déploiement
d'un nouveau service, un nouveau moyen de financement de ce réseau d'accompagnement qui est le programme SAR, le service d'accompagnement pour la rénovation énergétique. Mais il y a quand même de nombreux enjeux pour les copropriétés avec ce programme SAR. Déjà, le déploiement avance, mais il reste assez insatisfaisant de notre point de vue, tant en termes de qualité du conseil, puisqu'on est passé à un paiement à l'acte du conseil et au risque de privilégier au final la quantité au détriment de la qualité, et aussi en termes budgétaires. Certains montants sont considérés comme assez faibles pour le paiement des actes. Et enfin, concernant les copropriétés particulièrement, il y a d'autres enjeux. C'est par exemple l'articulation entre les différents dispositifs. Donc, par exemple, l'accompagnement proposé par l'ANA et l'accompagnement proposé par les espaces verts. Et aussi un enjeu d'accompagnement suivant la taille des copropriétés qui n'est pas encore différenciée. Or, on n'est pas financé de la même manière quand on accompagne une copropriété de 2 logements et une copropriété de 900 logements. D'accord. Et autre sujet qu'on a rapidement évoqué tout à l'heure, le plan de relance donc, comporte un certain nombre de mesures pour favoriser, accélérer la rénovation énergétique. Quelle est votre évaluation de ces annonces-là? Est-ce qu'on est sur une trajectoire qui va être suffisante pour vraiment créer ces changements d'échelle quelque part qui nous fait défaut aujourd'hui sur la rénovation énergétique? Alors déjà, on peut partir sur 2 constats sur l'accompagnement financier, c'est que le système NED était en partie pas adapté aux copropriétés. Je prends l'exemple de MaPrimeRénov', qui est différencié suivant les ménages de la copropriété. Or, ça n'engage pas un projet commun pour l'immeuble quand c'est différencié. Et aussi, le système d'aide est orienté vers les travaux par geste, que ce soit MaPrimeRénov' ou les certificats d'économie d'énergie. Or, on a une nécessité d'une approche globale des travaux énergétiques pour atteindre un haut niveau de performance en une étape, en 2 ou 3 maximum. Dans le plan de relance, alors certes, il y a eu 2 milliards d'euros annoncés sur 2 ans pour augmenter le budget de MaPrimeRénov' si on parle des logements privés. Et un élargissement du nombre de bénéficiaires avec les ménages les plus aisés, les propriétaires bailleurs et les syndicats de copropriété. Or, dans les faits, si on regarde les chiffres, on est revenu au niveau des investissements publics de 2018, du CITE. Et si on rapporte l'augmentation à l'élargissement du nombre de bénéficiaires, le partage de la somme va être fait entre plus de personnes éligibles et donc et avec des coûts de travaux plus importants. Donc on voit bien que l'augmentation des budgets n'est pas encore de l'ordre de ce qui doit être réellement envisagé. Et d'ailleurs, je tiens à souligner qu'on ne pourra pas non plus discuter il n'y aura pas d'échange devant le Parlement concernant les évolutions de MaPrimeRénov' puisque c'est sorti du PLF. Voilà, et donc quelques recommandations pour améliorer MaPrimeRénov' aux copropriétés, c'est rendre déjà les syndicats de copropriétaires éligibles, ça on en a déjà parlé, mais il faut bien annoncer le critère d'un haut niveau de performance et aussi que l'aide soit proportionnelle à la surface habitable rénovée, et également élargir MaPrimeRénov' aux propriétaires bailleurs pour les travaux très performants, BBC, et il faut faire attention toutefois aux effets d'aubaine, puisqu'il y a déjà un mécanisme de déficit foncier qui existe pour les propriétaires bailleurs. Et sans oublier quand même un outil qui est très utile quand on parle du système de financement, c'est aussi les sociétés de tiers-financement. Donc là, on peut prendre l'exemple de Île-de-France Énergie, qui cible les copropriétés et qui est un outil indispensable, puisque, et en plus de ça, en Île-de-France, c'est quand même un tiers des copropriétés de France. Très bien. Justement, vous pouvez profiter du fait qu'on ait la directrice de l'ANA avec nous pour faire passer des messages sur la prime Rénov', même si elle n'est pas débattue au Parlement. Donc, c'est toute la valeur ajoutée de cette table ronde. Moi, il y a quelque chose que j'ai entendu un peu dans toutes les interventions et qui me fait réagir, c'est la référence aux rénovations globales et performantes. Il faut faire du BBC, on l'a dit tout à l'heure, on a des objectifs nationaux extrêmement ambitieux sur cette question-là, et pourtant, on a l'impression que ça ne se fait pas. Dans le plan de relance, on a très peu d'aides qui sont orientées sur des rénovations très ambitieuses. Et par ailleurs, si on regarde les grands dispositifs qu'on a aujourd'hui, crédit d'impôt, prime rénov', etc., en fait, on a paradoxalement aucune aide, aucun dispositif d'aide qui intègre cet objectif ou ces critères de l'atteinte du label BBC. Donc, ma question un peu à vous tous, c'est qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour justement aller sur de la rénovation très performante? Comment est-ce qu'on arrive à intégrer ça? Comment est-ce qu'on arrive à structurer ce marché sur les prochaines années? Madame la députée, si vous voulez réagir. Oui, j'ai le droit de réagir sur des questions d'avant aussi ou... Bien sûr, bien évidemment.
Je voulais simplement dire que c'est vrai que MaPrimeRénov' n'est pas discutée dans le détail au Parlement. Par contre, à l'occasion, on est en train de chercher comment on peut revenir dans le débat et peut-être en discutant justement des budgets de l'ANA qui distribue MaPrimeRénov', on pourra avoir quand même une discussion autour de MaPrimeRénov'. Donc voilà, vous dire qu'on n'est pas passé à côté du sujet et qu'on est vigilant là-dessus. Je voulais juste dire aussi que par rapport à ce que propose la Convention citoyenne pour le climat, il faut redire que la loi qu'on avait votée sur énergie-climat était déjà très ambitieuse, puisque en fait, nous, on rendait obligatoire la rénovation des passoires thermiques F et G d'ici à 2028, pendant que la Convention citoyenne parle de 2030. La différence, effectivement, c'est que nous, on parlait de sortie des passoires thermiques, donc on passait de F et G au seuil au-dessus pour sortir du statut de passoire. Là, on parle de rénovation globale d'ici à 2030. Donc, il y a une différence sur la profondeur des rénovations, mais sur l'ambition de les rendre obligatoires, ces rénovations, c'est déjà dans la loi, en fait, et ça, c'est important de le dire, que les ambitions, elles sont d'ores et déjà là. Ce qu'on ne sait pas très bien faire, c'est là où vous avez raison, Andreas, c'est qu'on a une difficulté pour aller chercher, comme je vous disais tout à l'heure, le BBC, parce qu'on a aussi un manque de professionnels sur les territoires qui savent mener ces rénovations BBC. On a eu l'occasion, dans le cadre de la mission d'information, d'auditionner le Calibat, qui est derrière les labels RGE. Et en fait, les bureaux d'études qui sont capables, aujourd'hui labellisés rénovation BBC, qui sont capables de les accompagner selon les labels Calibat, il y en avait 8 qui étaient enregistrés sur ces critères. Ça ne veut pas dire que les autres ne savent pas faire, mais ça veut dire qu'on ne les connaît pas forcément, qu'ils ne sont pas forcément identifiés et qu'ils n'ont pas forcément une harmonisation sur la manière dont ils travaillent. Et de la même façon, les artisans sur tous les territoires, il faut bien avoir en tête que la plupart du tissu des professionnels qui mènent les rénovations dans les territoires, c'est vraiment du très diffus. C'est des toutes petites entreprises de 1-5 salariés. Voilà, c'est surtout ça. Et donc, du coup, pour les amener à travailler ensemble sur un objectif BBC, il y a tout un travail très important de les amener à travailler ensemble, parce que c'est des filières qui sont très, très silotées, qui ont l'habitude jusqu'à présent d'intervenir de manière successive sur les lieux où ils interviennent. C'est-à-dire que vous allez avoir le premier qui passe, le suivant, il passe X années plus tard, parfois. Et aujourd'hui, pour avoir une rénovation BBC qui soit performante, il faut qu'il se fasse une réunion de chantier avant le début du chantier, si vous voulez. Il faut qu'ensuite, ils aient visualisé tous ensemble les étapes du chantier, à regarder les temps d'interface, savoir où sont les fragilités pour aller vers la performance, et il faut qu'à la fin, ils livrent le chantier conjointement, pratiquement. Ça, c'est une autre méthode de travail qui n'existe pas vraiment, ou alors il faut s'inspirer du neuf et de la manière de travailler dans le neuf. Alors, peut-être qu'à l'occasion de cette crise Covid, il y a une partie des acteurs du neuf qui vont se reporter sur la rénovation, et c'est intéressant parce qu'ils amèneront des savoir-faire. Eux, en revanche, quand ils vont se mettre du neuf à la rénovation, il faudra qu'ils fassent attention, parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes métiers non plus. Quand vous arrivez sur un bien existant, vous rencontrez des difficultés que vous n'avez pas dans le neuf. Donc, il va falloir qu'on fasse converger les compétences pour qu'aujourd'hui, on soit capable de proposer cette offre. Aujourd'hui, on ne sait pas suffisamment le faire, et on ne sait pas l'offrir de manière suffisamment ample pour que demain, on puisse dire on lance du BBC massivement dans tous les territoires. On n'aura juste pas les gens en face pour le faire correctement. Alors justement, si on reste sur ce sujet-là de la structuration de l'offre pour des rénovations très performantes, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est le grand oublié du plan de relance? Parce qu'au final, on a beaucoup d'aides qui sont là pour financer des travaux, côté demande. On n'a pas vraiment fait la même chose de l'autre côté pour structurer l'offre. Moi, je pense notamment à des initiatives locales et territoriales comme la plateforme Doremi, qui vise justement à faire exactement ça, à prendre ces petits artisans, à favoriser, à faciliter leur regroupement pour justement répondre et créer cette offre globale de rénovation BBC ou très performante. Et c'est quelque chose au final qui n'est pas du tout mentionné aujourd'hui. Alors, si c'est encore à moi de vous répondre sur ce sujet, simplement vous dire qu'il y a en fait des budgets sur la formation et la montée en compétences des filières vertes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des budgets mobilisables à l'intérieur du plan de relance pour permettre justement de faire ça. Mais aujourd'hui, on n'a effectivement pas… si vous voulez, on a toutes les offres relance liées à la rénovation énergétique d'un côté, et on n'a pas encore creusé la manière dont les budgets du plan de relance sur les formations et sur la transformation des filières
va pouvoir aussi répondre à ce sujet-là. Pourtant, il y aura effectivement des budgets de ces formations qui iront aux professionnels de la rénovation énergétique. Donc, il faut qu'ils candidatent, c'est ça? Invitation là aussi aux acteurs locaux de monter des projets pour justement candidater et mobiliser ce point-là. Valérie Mancret-Taylor, par rapport à cette question sur la rénovation très performante, quel est le point de vue aujourd'hui de l'ANA par rapport à vos programmes? Et je pense que le sujet BBC, enfin le sujet rénovation performante, il faut donner envie. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des patrimoines très différents, des situations sociales et économiques au sein des copropriétés qui sont très différentes. À l'ANA, on pense qu'on peut y aller parfois directement du premier coup, et puis parfois il faut accepter d'y aller par étapes. Donc c'est extrêmement important. Et je crois que, enfin, j'ai envie d'être très franche aussi, je pense qu'il y a des copropriétés pour lesquelles ce sera très difficile. Il y a des copropriétés très vitrées des années 50, très mal isolées, sur lesquelles on n'obtiendra peut-être jamais ce label. Pour autant, on aura une progression en gain énergétique de l'ordre de 40%, 50%, et ce sera déjà énorme. C'est pour ça qu'à l'ANA, nos dispositifs aujourd'hui sont fondés sur le gain énergétique après travaux. Et je rappelle qu'avec le dispositif Habiter mieux, aujourd'hui, on a un gain énergétique de 40% et que souvent les propriétaires bailleurs qui font appel à ce dispositif obtiennent jusqu'à 60% de gain énergétique parce que souvent ils s'engagent dans des travaux importants. Mais là, je parle plutôt de l'habitat individuel. Et donc, en copropriété, on a aussi des sauts qualitatifs qui sont forts. Et donc, on va y arriver, mais je crois qu'il faut donner envie. Donc, je reviens sur les questions de formation. Pour avoir suivi quand même un certain nombre d'assemblées générales à un moment où j'avais envie de me faire une idée, j'ai vu des professionnels agir de façon extrêmement différente. Et je crois qu'il faut savoir embarquer une assemblée générale de copropriétaires dans une véritable aventure, leur montrer que c'est possible, qu'ils vont avoir un véritable gain, qu'ils vont avoir un gain par rapport à leur patrimoine, par rapport au climat, que des travaux sont réalisables, que des aides publiques peuvent être mobilisées, que l'ingénierie financière qui est faite derrière est intelligente et qu'effectivement on baisse leur reste à charge, que certes il va y avoir des travaux pour une durée longue, mais que in fine c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et effectivement, les entreprises ont aussi beaucoup à apprendre. Je partage complètement ce qu'a dit Marjolaine Meignet-Millefer, mais aussi ce qu'a dit Karine Bidard. C'est souvent des petites entreprises qui viennent sur ces métiers. C'est difficile d'intervenir sur l'existant et c'est encore plus difficile d'intervenir sur l'existant quand on est en milieu occupé, c'est-à-dire quand les gens continuent à habiter dans leur logement. Donc, il y a des savoir-faire à la fois au plan technique, il y a de l'innovation à trouver et puis il y a aussi beaucoup d'innovation, je crois, à introduire dans la gestion au quotidien des logements, la gestion du confort qui se poursuit, la gestion de la poussière, la gestion du bruit, tout ce qui peut se passer dans le cadre d'un chantier et qui fait souvent très très peur. Donc voilà, il y a la question des aides, il y a la question des objectifs à atteindre, il y a aussi la question de tout le contexte dans lequel on intervient, qui fait partie aussi de toute une culture à revoir pour pouvoir embarquer de plus en plus de copropriétés dans ces démarches. Très bien. Karine Bidard, comment est-ce qu'on donne envie aux Parisiens, côté offre et côté demande, pour justement aller sur cette rénovation BBC? On ne vous entend pas. Décidément. Je pense qu'il est important d'expliquer qu'il y a des acteurs qui sont là pour les aider déjà et s'y retrouver un peu entre les différents professionnels et puis donner envie. Et c'est montrer par l'exemple. Je pense que c'est extrêmement important et c'est pour ça qu'il y a un côté vraiment incrémental dans les réalisations, dans des rénovations énergétiques réussies. C'est-à-dire que plus on en aura engrangé et plus on pourra montrer sur des typologies de bâtiments qui peuvent être différentes à des copropriétés que dans leur quartier, une copropriété a réalisé ces travaux
de rénovation énergétique globale et qu'il y ait une vraie amélioration dans la qualité de vie, parce qu'on parle vraiment de ça, d'améliorer la qualité de vie dans le logement et puis de la performance énergétique dans les logements également. Donc, c'est vraiment montré par l'exemple et accompagné pour rassurer. On a vraiment utilisé ce terme-là. Je pense qu'effectivement, il y a une forme de méfiance sur la durée des travaux qui sont à engager, sur les montants des financements à mobiliser et puis également la complexité des projets. Et quand on considère qu'un projet, c'est 5 ans, ben, il faut imaginer accompagner dans le temps ces projets-là. Et je pense que les agences locales énergie-climat, elles peuvent donner envie à cet endroit-là, en tout cas, en complément des dispositifs qui sont lancés au niveau national et au niveau local. Merci. Étienne Charby, justement, pour parler de nouveau accompagnement sur ces sujets-là, des rénovations très performantes, quels sont les retours que vous avez de vos partenaires sur le terrain aujourd'hui? Donc, les espaces conseils faire accompagnent quand même les rénovations globales majoritairement, puisqu'on ne va pas accompagner une isolation de maison uniquement, par exemple. Donc, quand même, les retours sont positifs, mais il n'y a aucune contrainte pour fixer l'accompagnement vers le niveau BBC. Donc, c'est quelque chose qui est réalisé, mais c'est très minoritaire. Il n'y a rien qu'à voir les chiffres de l'observatoire BBC qui montrent qu'il y a eu 35 000 rénovations BBC de maisons l'année dernière. Donc, c'est très peu. Et peut-être pour revenir sur pourquoi ça ne se déploie pas. Donc, on a parlé de la formation, je suis totalement d'accord, et également de l'accompagnement. Bon, bien sûr, il y a l'obligation de rénovation globale qui, à notre sens, est nécessaire, mais je ne vais pas y revenir. Mais surtout, c'est le système d'aide qui est en fait mal calibré et qui est uniquement orienté vers les travaux par geste. Et quand on regarde les barèmes de MaPrimeRénov' ou les C2E, c'est le cas. Et je vais juste prendre un exemple très concret. Il y a une fiche C2E qui est sur la rénovation globale des copropriétés qui est assez peu opérante, c'est-à-dire qu'elle demande simplement de sortir du statut de passoire et qui demande moins 35% d'économie d'énergie. C'est pas comme ça qu'on va vers le BBC ou même une rénovation très performante. Donc on n'incite pas les acteurs, que ce soit les ménages ou les professionnels, à engager des travaux qui sont réellement très performants et a fortiori le BBC. Et le programme packagé qui va dans le bon sens et qui n'y est pas encore, c'est Habiter mieux, Sérénité de l'ANA, mais il faudrait améliorer, enfin relever encore les objectifs pour atteindre le BBC, que ce soit une ou deux étapes. Je pense que collectivement, on espère tous que ça va être le cas avec le plan de relance et la suite. En tout cas, on voit qu'il y a énormément d'acteurs qui sont mobilisés. On a vu que c'est un sujet compliqué, difficile à traiter en 1 heure, mais qui a énormément d'enjeux autour des questions d'accompagnement, de la question de donner envie, hein, qui est vraiment quelque part la clé du succès. Quand on parle rénovation, d'ailleurs, on ne parle pas qu'énergie-climat, en fait, on parle des questions de confort, de salubrité, etc. Ça a été mentionné. Qu'il y a une diversité d'outils à disposition des acteurs aujourd'hui, mais avec là aussi un besoin d'y mettre un peu de cohérence et de lisibilité pour que tout le monde s'y retrouve. La structuration de l'offre, question permanente pour enfin déclencher ces grands marchés qui, quelque part, va porter aussi, on l'espère, le plan de relance, la création d'emplois. Des enjeux autour de l'obligation de rénovation qui existent sur le plan légal, mais tout reste à faire au final en termes de mise en œuvre. Et donc tout ça, quelque part, on voit bien qu'il y a de nombreux enjeux à traiter pour la mission d'information que vous coordonnez au Parlement, Madame la députée. De ma part, un grand merci à vous de vous être prêté à ces jeux très difficiles de la table ronde virtuelle en 1 heure. Un merci aux participants et donc une bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. À très bientôt. Merci beaucoup.